À présent, ses chefs d'accusation incluent le meurtre au premier degré et la maltraitance d'enfants ayant causé la mort de sa petite fille de 8 ans dont elle était la tutrice légale. Que la prévenue, Dorothea Montalvo Puente, a bien commis plusieurs meurtres, à savoir au moins un crime de meurtre au premier degré et un ou plusieurs crimes de meurtre au premier ou au second degré, cela étant avéré. Prenez en compte les déclarations d'innocence de Chris. Ils ont eu recours à la tromperie et à de fausses preuves. Ils lui ont faussement dit qu'il avait échoué au test au polygraphe, que la machine indiquait qu'il mentait. Sous l'apparence d'une gentille grand-mère ou d'une voisine sympathique, le genre de personne à qui l'on ferait confiance sans hésiter se cachait en réalité une criminelle de sang-froid. Du cas glaçant de Dorothea Montalvo Puente à Paul-de-Vaux, qui s'en prenait aux personnes âgées, ces tueurs ont défié toutes les attentes, utilisant leur âge et leur gentillesse comme parfait déguisement. Commençons. Faisons-le sortir d'ici. Monsieur Montalvo, que pouvez-vous nous dire à propos des meurtres? Avez-vous été impliqué d'une quelconque manière? Excusez-moi. Dorothea Puente, 59 ans, tenait une pension à Sacramento, en Californie, où elle accueillait des personnes âgées et vulnérables. Cependant, les autorités ont ensuite découvert un sombre secret. Certains résidents n'en sont jamais repartis. En 1993, elle a été condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. À la fin des années 1980, plusieurs de ses locataires avaient mystérieusement disparu. Certains n'ont plus jamais donné signe de vie. D'autres, eh bien, leur lieu de repos final était bien plus proche que ce que quiconque aurait pu imaginer. Dorothea Puente s'était forgé une réputation de soignante au grand cœur. Elle était connue dans la communauté pour sa générosité, faisant des dons à des œuvres de charité et aidant les plus démunis. Mais derrière ce sourire chaleureux et cette allure de grand-mère, Puente cachait un sombre secret. Elle assassinait ses locataires et volait leurs chèques de sécurité sociale. Ses victimes étaient âgées, atteintes de troubles mentaux ou n'avaient pas de famille proche pour veiller sur elles. Elle profitait de leur confiance, leur faisait du mal et les enterrait secrètement dans son jardin. Pendant des années, elle a échappé à la justice. Mais lorsque des travailleurs sociaux ont commencé à poser des questions au sujet d'un locataire disparu, la vérité a commencé à éclater. En novembre 1988, la police s'est rendue à la pension de Puente pour enquêter sur la disparition d'Alvaro Bert Montoya, un locataire atteint de troubles mentaux qui n'avait pas été vu depuis des semaines. Puente a donné son histoire habituelle. Bert était simplement parti. Cependant, les détectives n'étaient pas convaincus. Ils ont décidé de fouiller la cour. Ce qu'ils allaient découvrir allait choquer la nation. En creusant, ils ont mis au jour des restes humains. D'abord un corps, puis un autre, et encore un autre. Au total, la police a découvert 7 victimes enterrées dans le jardin de Puente. Les enquêteurs ont ensuite découvert que chacune d'elles avait reçu des substances nocives avant que leur identité ne soit dissimulée sous la terre. Puente, toujours aussi calme, observait le travail de la police. Lorsqu'ils lui ont demandé si elle voulait sortir prendre l'air, elle a accepté, puis a disparu. Elle s'est enfuie à Los Angeles où elle a tenté de se fondre parmi les personnes âgées dans un bar. Mais son visage était désormais affiché partout dans les médias. Un homme l'a reconnue et a appelé la police. Quelques jours seulement après sa fuite, Puente a été arrêtée. Ses victimes étaient des personnes qui dépendaient d'elle pour leurs soins, des personnes qu'elle ne voyait que comme des chèques de paie. Une fois qu'elle avait pris le contrôle de leurs prestations de sécurité sociale, elle s'en débarrassait, s'assurant que les chèques continuaient d'arriver sans que personne ne pose de questions. Sa méthode était simple, mais trompeuse. Leur administrer des substances nocives, leur ôter la vie, puis les enterrer. Ensuite, elle continuait d'encaisser leurs chèques, de falsifier des signatures et de tromper les autorités. Puente a été inculpée de 9 meurtres, bien qu'elle n'ait été reconnue coupable que de 3 en raison d'un jury non unanime pour les 6 autres. En 1993, elle a été condamnée à 2 peines de prison à perpétuité plus 15 ans. Elle a passé le reste de sa vie derrière les barreaux, sans jamais avouer ses crimes. De plus, elle n'a montré aucun remords pour ses actes. Que l'accusée, Dorothea Montalvo Puente, a bien commis plusieurs meurtres, à savoir au moins un crime de meurtre au premier degré et un ou plusieurs crimes de meurtre au premier ou au second degré, cela est avéré. Même en prison, elle a continué de clamer son innocence. Elle affirmait n'avoir accueilli que des personnes sans autre refuge et n'avoir jamais fait de mal à qui que ce soit. Dorothea Puente est morte en prison en 2011 à l'âge de 82 ans. Sa maison de la rue F est toujours debout, sinistre rappel des horreurs qui s'y sont déroulées. Il est terrifiant de penser à quel point la confiance peut être facilement manipulée. Puente n'était pas une tueuse masquée tapie dans l'ombre. C'était une vieille femme à l'apparence douce, vers qui les gens se tournaient pour demander de l'aide. Ses victimes faisaient partie des personnes les plus vulnérables de la société, des gens qui auraient dû être protégés.
Au lieu de cela, ils ont été trahis de la pire façon qui soit. Notre prochain cas concerne une condamnation injustifiée qui a mis des décennies à être corrigée, tandis qu'un meurtrier restait dans l'ombre. Je sais que tu ne me pardonneras jamais, mais je ne sais pas quoi dire. Je sais juste que ce n'est pas juste. Je suis désolé. Le 13 juin 1996, la petite ville d'Idaho Falls, dans l'Idaho, a été bouleversée par un crime horrible. Angie Dodge, une jeune femme de 18 ans, a été retrouvée brutalement assassinée dans son appartement. L'affaire a déconcerté les enquêteurs et sans suspect immédiat, la pression s'est accentuée pour retrouver le meurtrier. Pendant plus de 20 ans, l'affaire a pris des tournures inattendues, entraînant des condamnations injustifiées, des enquêtes ADN avancées et, finalement, la justice. 6 mois après le meurtre, les enquêteurs se sont concentrés sur Chris Tapp, un jeune homme de 20 ans. Au départ, il a été interrogé pour fournir des informations sur d'autres suspects, mais l'interrogatoire s'est rapidement transformé en une séance intense. Pendant plus de 100 heures, Chris a subi des pressions, a été manipulé et on lui a soufflé des détails sur le crime. Bien qu'aucune preuve matérielle ne le relie au meurtre, il a avoué sous la contrainte. En 1998, il a été condamné pour complicité de mauvais traitement et de meurtre d'Angie Dodge. Sa peine ? Un minimum de 30 ans de prison. Chris est ensuite revenu sur ses aveux, affirmant qu'il avait été contraint par les enquêteurs. L'affaire a été réexaminée en 2007 et des experts ont conclu que sa confession n'était pas fiable. Mais ce n'est qu'en 2017 que sa condamnation pour mauvais traitement a été annulée et qu'il a été libéré après avoir passé 20 ans derrière les barreaux. Prendre en compte les déclarations d'innocence de Chris, ils ont eu recours à la tromperie et à de fausses preuves. Ils lui ont faussement dit qu'il avait échoué au test polygraphique, que la machine indiquait qu'il mentait. Les enquêteurs ont alors poursuivi leurs recherches pour retrouver le véritable meurtrier. En 2014, une avancée semblait proche lorsque les autorités ont utilisé la recherche ADN familiale. Ils ont trouvé une correspondance partielle avec un homme nommé Michael Ouzri Sr., dont l'ADN figurait dans une base de données généalogique publique. Son fils, Michael Ouzri Jr., un cinéaste originaire de la Nouvelle-Orléans, est alors devenu suspect. Ses déplacements en Idaho ont suscité encore plus de soupçons. Les détectives l'ont convoqué pour l'interroger, ont prélevé son ADN et ont attendu les résultats avec anxiété. Lorsque le test est revenu, il était négatif. Michael Jr. était innocent. La police s'était encore une fois trompée de personne. Toutes les pistes étant épuisées, les enquêteurs ont tenté une dernière approche en 2018. Cette fois, ils ont utilisé un outil médico-légal puissant, la recherche ADN familiale autosomique. Les résultats les ont menés à un homme nommé Brian Lee Dreps Sr. Dreps avait vécu en face d'Angie Dodge au moment de son meurtre. Les enquêteurs l'ont suivi et ont récupéré un mégot de cigarette qu'il avait jeté. Lorsqu'ils ont testé l'ADN, il correspondait parfaitement à celui retrouvé sur la scène du crime. Brian Dreps a été arrêté en 2019. Après un long interrogatoire, il a finalement avoué. Il a affirmé qu'il était sous l'emprise de substances cette nuit-là, qu'il avait seulement l'intention de blesser Angie, mais que la situation lui avait échappé, entraînant sa mort tragique. Après 23 ans, le véritable meurtrier était derrière les barreaux. En février 2021, Brian Dreps a plaidé coupable. Il a été condamné à la prison à vie, mais sera éligible à une libération conditionnelle après 20 ans. Mais malgré tout, il n'éprouvait aucun remords pour ses actes. D'enquête, les détectives d'Idaho Falls ont identifié Dreps comme suspect grâce à des preuves ADN. Pendant ce temps, Chris Tapp, qui avait passé 2 décennies en prison pour un crime qu'il n'avait pas commis, a été totalement innocenté en juillet 2019. L'affaire Angie Dodge met en lumière comment Chris Tapp a perdu 20 ans de sa vie. Michael Ouzri Jr. a fait face à l'opprobre public pour un crime auquel il n'était absolument pas lié. Et la mère d'Angie, qui s'est battue pendant des années pour découvrir la vérité, a vécu avec la douleur de savoir que la justice avait été retardée si longtemps. Pour l'instant, la famille d'Angie Dodge peut enfin trouver un certain apaisement en sachant que l'homme responsable de sa mort est là où il doit être, derrière les barreaux. Notre prochaine affaire est encore plus troublante. Un homme qui se faisait passer pour un soignant, mais qui était en réalité un tueur en série sans pitié. La police a amené Billy Chimirmir pour l'interroger après avoir déclaré l'avoir vu se débarrasser d'une boîte à bijoux appartenant à Lou Harris, 81 ans, devant son appartement. Pendant des années, des familles à Dallas, au Texas, sont restées dévastées et dans l'incompréhension. Leurs proches âgés étaient décédés dans des circonstances mystérieuses, mais apparemment naturelles. Beaucoup d'entre eux étaient en bonne santé, actifs, et ne présentaient aucun signe de maladie avant leur mort soudaine. Au début, ces cas n'ont pas éveillé de soupçons. Mais en mars 2018, tout a changé lorsque Mary Bartell, âgée de 91 ans, a survécu à une attaque et a révélé des détails choquants sur ce qui se passait.
Son témoignage a conduit à l'arrestation de Billy Shimirmir, un aide-soignant devenu tueur en série, accusé d'avoir assassiné au moins 22 femmes âgées. Billy Shimirmir a déménagé aux États-Unis depuis le Kenya en 2003, travaillant comme aide-soignant et vendeur de voitures. Mais derrière son apparence discrète se cachait quelque chose de bien plus sinistre. Il se faisait passer pour un agent d'entretien, un professionnel de santé ou un aide-soignant afin d'accéder au domicile de femmes âgées. Une fois à l'intérieur, il les étouffait avec un oreiller, faisant passer leur décès pour naturel. Comme il n'y avait aucun signe évident de lutte ou de traumatisme, ces meurtres sont restés inaperçus pendant des années. C'est la survie de Mary Bartel qui a finalement révélé la vérité. Le 20 mars 2018, la police a arrêté Billy Shimirmir. Lorsqu'ils ont fouillé son appartement, ils ont trouvé une preuve inquiétante, une boîte à bijoux rouge remplie d'objets appartenant à plusieurs femmes décédées. Cette découverte l'a relié à de nombreux décès suspects, poussant les autorités à rouvrir plusieurs anciennes affaires. Le premier procès de Shimirmir en 2021 s'est soldé par un procès nul en raison d'un blocage du jury à 11 contre 1. Mais en 2022, lors de son nouveau procès, il a été reconnu coupable de meurtre capital. Qu'est-ce qui a poussé Billy Shimirmir à commettre ces crimes horribles? Les autorités pensent que son mobile était le gain financier. Il volait des bijoux de valeur, de l'argent liquide et des objets coûteux à ses victimes, qu'il revendait pour en tirer profit. Ces actes étaient calculés. Il ciblait spécifiquement des femmes âgées et aisées, vivant seules ou dans des résidences de luxe pour retraités, pensant que personne ne soupçonnerait un acte criminel. Très bien, allons-y. Oui, vous serez... Oui. Oui, 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 oui. Coupable. coupable. En 2022, Shimirmir a été reconnu coupable de plusieurs chefs de meurtre et condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Cependant, les procureurs ont choisi de ne pas requérir la peine de mort, laissant de nombreuses familles de victimes avec le sentiment que la justice n'avait pas été pleinement rendue. Il n'a montré aucune honte pour son acte. Même en prison, Shimirmir n'a pas pu échapper aux conséquences de ses actes. Le 19 septembre 2023, il a été tué par son codétenu. L'affaire Billy Shimirmir est une histoire de trahison et d'horreur. Il était aide-soignant, une personne en qui l'on avait confiance pour protéger et prendre soin des plus vulnérables. Au lieu de cela, il s'est attaqué à eux dans leur propre maison, profitant de leur fragilité et de leur solitude. Pour les familles de ces victimes, sa mort en prison a apporté une certaine forme de clôture, mais elle n'effacera jamais la douleur qu'il a causée. La fille de l'une des victimes a déclaré « Cet homme n'a pas eu une fin paisible. Il y a un certain soulagement à savoir qu'il ne s'en est pas sorti facilement. » Son histoire rappelle de façon glaçante que le mal peut se cacher à la vue de tous, parfois sous les traits même des personnes en qui nous avons le plus confiance. Notre prochain cas révèle le crime indicible d'une grand-mère qui a choqué tout un pays. Désormais, ces chefs d'accusation incluent le meurtre au premier degré et la maltraitance aggravée d'enfants dans la mort de sa petite fille de 8 ans, dont elle était la tutrice légale à l'époque. C'était un après-midi ordinaire lorsque les médecins du Nash UNC Healthcare, en Caroline du Nord, ont été confrontés à une situation déchirante. Une fillette de 8 ans a été amenée aux urgences avec de graves blessures. Malgré tous les efforts, elle a été déclarée morte à son arrivée. Les autorités du bureau du shérif du comté de Nash sont rapidement arrivées à l'hôpital pour enquêter. Leur enquête les a menés à une maison sur Dutchman Road à Nashville, en Caroline du Nord, où la fillette vivait avec sa grand-mère de 72 ans, Patricia Ann Ricks. Au début, la cause des blessures de la fillette n'était pas claire. Cependant, à mesure que les enquêteurs rassemblèrent plus de preuves, une vérité bouleversante a émergé. Patricia Ann Ricks avait maltraité sa petite fille, ce qui a entraîné de graves blessures. Tragiquement, personne n'a compris l'ampleur de sa souffrance avant qu'il ne soit trop tard. La jeune fille n'était pas la seule enfant dans la maison. Plusieurs de ses frères et sœurs vivaient également là, sous la garde de Ricks. Les autorités ont rapidement arrêté Ricks et l'ont placée en détention. Cependant, lorsqu'on l'a interrogée sur ce qui s'était passé, elle s'est restée silencieuse. Elle a été inculpée de meurtre au premier degré et de maltraitance aggravée sur enfant. Elle a été détenue sans possibilité de libération sous caution au centre de détention du comté de Nash. Nous en avons trouvé certains, mais nous n'allons pas les divulguer pour le moment. Certains objets ou armes ont été utilisés comme armes dans la résidence. 2 ans plus tard, à l'âge de 74 ans, Patricia Ann Ricks a comparu devant le tribunal. On lui a annoncé qu'elle écoperait d'une peine de prison à vie obligatoire pour ses actes, sans possibilité de libération conditionnelle. C'était un accident quand c'est arrivé, a-t-elle déclaré. J'aime tous mes petits-enfants. J'ai accueilli ces enfants parce que leurs parents ne voulaient pas d'eux. Son avocat, Phil Lane, l'a soutenue en déclarant « Elle a offert un foyer à ses enfants pour qu'ils n'atterrissent pas en famille d'accueil. Elle avait toujours été une grand-mère attentionnée. » L'affaire a choqué toute la communauté.
Le sergent détective Kevin Bissett a reconnu que cette tragédie avait entraîné d'importants changements dans la gestion des dossiers de protection de l'enfance. Pour la jeune fille, ces changements sont arrivés trop tard. Elle vivait dans une maison où elle aurait dû être en sécurité, mais elle a souffert en silence. Son histoire nous rappelle que les enfants méritent amour, protection et attention, et que nous devons toujours rester vigilants envers ceux qui ont besoin de notre aide. Notre prochain dossier est celui d'une brutalité pure, un homme dont la folie meurtrière a laissé derrière lui une traînée de dévastation d'une ville à l'autre. Un véhicule étrange immatriculé en Pennsylvanie dans l'allée, c'est bien ça? Oui. Et il vous dit « Mon ami Paul est là ». Oui. Est-ce qu'une alarme s'est déclenchée dans votre esprit à ce moment? Oui, c'est le cas. Par une journée tranquille de 2007, les petites villes du Texas ont été bouleversées par une série de meurtres brutaux. Ce qui semblait être des actes de violence aléatoires étaient en réalité les meurtres calculés d'un homme au passé sombre, Paul DeVoe. Ce n'était pas seulement un meurtrier. C'était un homme en mission mortelle, laissant derrière lui une traînée de dévastation qui s'étendait sur plusieurs États. Au début, ces crimes semblaient sans lien, mais la vérité n'a pas tardé à éclater. Un tueur de sang-froid était en liberté. Tout a commencé avec les meurtres insensés de deux adolescentes, Ali Faulkner, 15 ans, et Danielle Hensley, 17 ans. Elles étaient innocentes, pleines de vie, et n'avaient aucune idée que leur chemin croiserait celui d'un homme comme DeVoe. Il n'a fait preuve d'aucune pitié. Leurs vies ont été fauchées en un instant. Mais ce n'était que le début. DeVoe avait déjà fait d'autres victimes avant ce jour tragique. Il a également été accusé d'avoir tué Michael Allred, 41 ans, dans un bar, son ex-petite amie Paula Griffith, ainsi que le compagnon de celle-ci, Jay Feltner, âgé de 48 ans. Sa série de meurtres ne s'est pas arrêtée à une seule ville. Il a traversé le pays, semant le chagrin et la terreur sur son passage. DeVoe a fui le Texas, mais sa folie meurtrière n'était pas terminée. En route vers New York, il a eu des ennuis de voiture. C'est à ce moment-là qu'il a tué sa dernière victime, Betty Jane DeHart, âgée de 81 ans. Il a abattu la femme âgée et volé sa voiture, poursuivant ainsi sa fuite. Avec 6 victimes réparties dans plusieurs États, les forces de l'ordre sont immédiatement passées à l'action. Les Texas Rangers, le FBI et la police locale ont collaboré pour suivre les déplacements de DeVoe. Des preuves médico-légales ont placé DeVoe sur plusieurs scènes de crimes et les témoignages des témoins l'ont décrit comme un fugitif dangereux. Sa voiture volée a été signalée par les autorités et les enquêteurs l'ont retrouvée à Long Island, New York, sa ville natale. Le FBI a alerté la police locale et une task force interagence est intervenue. La première chose que je l'ai entendu dire, c'était vous savez combien de corps ils ont trouvé? 5, 6 au Texas, peut-être 12 corps. Lorsque DeVoe a finalement été arrêté, son procès est devenu l'un des plus glaçants de l'histoire du Texas. Les preuves étaient accablantes. Les procureurs ont dressé le portrait d'un homme qui se nourrissait de violence, qui avait passé toute sa vie à faire du mal aux autres sans aucun remords. Le jury n'a pas mis longtemps à décider de son sort. En moins de 20 minutes, ils l'ont déclaré coupable, et après seulement 3h30 de délibération, ils ont rendu leur verdict final. Paul DeVoe allait être condamné à la peine de mort. Un homme accusé d'une série de meurtres à travers le pays a été condamné à mort jeudi pour les assassinats de 2 adolescentes. Cependant, il est resté impassible et silencieux. Mais ce qui a rendu cette affaire encore plus glaçante, c'est la réaction de DeVoe. Alors que les familles de ses victimes ouvraient leur cœur, exprimant leur chagrin et leur colère, DeVoe restait assis en silence. Aucun remords, aucune excuse, juste un regard vide. Sa défense a tenté de faire valoir qu'il n'avait pas d'antécédents de problèmes en prison, mais les procureurs ont rapidement mis fin à cet argument. Les preuves sont accablantes, ont-ils déclaré. Il a passé sa vie à blesser les gens, à les menacer. Pour les familles de ses victimes, son mobile n'avait plus d'importance. Tout ce qu'elles savaient, c'est que leurs proches étaient partis et qu'aucune explication ne pourrait les ramener. Le jour du verdict, l'émotion était à son comble. Les parents et proches des victimes se sont adressés directement à DeVoe. Robert Faulkner, le grand-père de Haley, n'a pas mâché ses mots. Le jour où tu seras exécuté, nous serons là pour voir la justice rendue à nos enfants, et nous trouverons la paix en sachant que tu ne pourras plus jamais faire de mal à qui que ce soit. Mais DeVoe est resté impassible. Même lorsque sa propre famille pleurait dans la salle d'audience, il n'a montré aucun signe de regret. L'histoire de Paul DeVoe est celle du mal à l'état pur. C'était un homme qui a tué sans hésiter, laissant derrière lui des familles à jamais brisées. La douleur qu'il a causée ne s'effacera jamais. Pour les proches de ses victimes, cela n'a pas suffi à les ramener, mais au moins, ils savaient qu'ils ne feraient plus jamais de mal à une autre âme. Les histoires de ces tueurs âgés prouvent une vérité terrifiante. Le mal ne prend pas toujours la forme à laquelle on s'attend. Ces tueurs n'étaient pas des silhouettes masquées, tapies dans l'ombre, prouvant que le danger peut venir des endroits les plus inattendus. Mais il reste encore des choses à découvrir.
Dans notre prochaine vidéo à l'écran, nous vous plongeons encore plus profondément dans des affaires terrifiantes et des condamnations qui ont laissé le monde sans voix.